Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Afin de présenter notre sujet, permettez-moi de citer l'introduction qui fait également office de résumé au rapport publié hier par l'INSEE et qui fait état des comptes de la France. Le déficit public pour 2023 s'établit à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut après 4,8% en 2022. Les recettes ralentissent nettement en 2023, elles progressent de 2% après 7,4% en 2022. Le taux de prélèvement obligatoire diminue et s'établit à 43,5% du PIB après 45,2% en 2022, à un niveau proche de l'avant-Covid, 43,9% en 2019. Les dépenses ralentissent un peu elles aussi, elles augmentent de 3,7% après 4,4% en 2022. En proportion du PIB, les dépenses continuent de reculer et s'établissent à 57,3% du PIB après 58,8% en 2022 et 59,6% en 2021. Cependant, elles demeurent sensiblement supérieures à l'avant-Covid. Les dettes des administrations publiques au sens de Maastricht atteint 110,6% du PIB fin 2023. Alors pour parler de tous ces chiffres, nous recevons Olivier Piacentini, diplômé de l'Institut d'études politiques, auteur de différents ouvrages vers la chute de l'Empire occidental, le mirage mondialiste et la chute finale, l'Occident survivra-t-il, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour à tous. Alors pour commencer à la lecture de tous ces chiffres qui sont peut-être un peu indigestes, est-ce que vous étiez surpris ? Quelle était votre impression ? Mais écoutez, je ne pouvais pas être surpris, puisque ça fait des mois, des années, que j'annonce la nasse dans laquelle on avance, et on avance infailliblement, c'est-à-dire on avance sûrement vers le même état, qui est celui d'une faillite quasi certaine, si l'on continue sur les mêmes tendances, c'est-à-dire que notre dette ne cesse de progresser. Vous avez cité les chiffres du déficit, donc le déficit était prévu à 143 milliards et puis finalement il est à 156, donc 14 milliards d'euros de plus. Et M. Bruno Le Maire trouve comme solution, il faut trouver 10 milliards d'euros d'économie ou 20 milliards d'euros. Mais ça c'est juste pour résorber la surprise de la queue de déficit qui vient s'ajouter. En réalité, le déficit est chronique en France depuis 1975. Dans les années Giscard, il était relativement faible, entre 1 et 1,5%. Il y a eu quand même les deux chocs pétroliers. Depuis 1981 et l'élection des socialistes, le déficit est permanent et élevé. Et la France, depuis 2003, ne tient plus les critères de Maastricht de déficit, soit 3% du PIB, qui étaient des obligations qui étaient définies dans le traité de Maastricht. 3% de déficit par rapport au PIB, elle ne les a, pour ainsi dire, jamais tenus aucun objectif, et c'est probablement pour ça que les agences de notation, le mois prochain, vont fortement dégrader la note de la France, c'est tout simplement parce qu'on a le sentiment que la France n'est jamais capable de tenir ses engagements, puisque le déficit de 4,8% qui était annoncé devait être le marchepied pour revenir aux 3% dans les 2027. Mais peut-on encore croire déjà la parole de la plupart des gouvernements français, et en particulier de celui-ci ? Qui peut encore croire les engagements qui ne sont jamais tenus ? Alors justement, vous dites que la France ne tient jamais ses engagements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France puisse honorer ses engagements ? Alors écoutez, là je vais parler d'une façon très personnelle et d'analyse que je développe depuis des années. Vous voyez, on vous parle de petits arrangements cosmétiques, taxer les multinationales, les super profits. Oui, moi je suis pour, si vous voulez. Bon, quand on voit les super profits de certaines multinationales. Mais véritablement, est-ce que c'est ça qui va renflouer de 150 milliards nos comptes pour les ramener à zéro ou proche de zéro ? En réalité, la tendance au déficit est très lourde et elle est la traduction d'un système qui ne fonctionne pas. C'est un système qui ne fonctionne pas. Parce que quand on parle de 155 milliards de déficit, on parle bien du budget de l'État. Oui. Bien.
On vous parle de 5,5% du PIB, mais le PIB, c'est pas le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 450 milliards. C'est les recettes. Et en fait, les dépenses, c'est 600 milliards. Vous vous rendez compte, si vous étiez un ménage, que vous gagnez 4 500 € et vous dépensez 6 000 tous les mois, combien de temps ça dure ? Bien. Après, il faut rajouter à cela le déficit de tous les comptes sociaux. Le déficit des caisses de retraite, de la sécurité sociale, des collectivités locales. En fait, c'est tout un ensemble qui ne va pas. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Ça ne va pas parce que les charges, à la fois de l'État et du reste, sont beaucoup trop lourdes. Il faut savoir qu'en France, vous avez, grosso modo, 5,6 millions de fonctionnaires. Dans les autres pays, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, qui sont de population comparable, il y a 1 million de fonctionnaires en moins. Et en Allemagne, si on rapporte à la population, on tombe aussi sur 1 million de fonctionnaires en moins. Le niveau de fonction publique en France est très élevé. Et est-ce que ça se traduit par une meilleure qualité du service public ? Quand vous voyez les classements PISA de la France qui ne cessent de dégringoler, quand vous voyez le niveau de sécurité, je peux vous montrer des chiffres qui surprennent, mais la France au niveau sécurité dans le monde, elle est 37e pays le moins sûr. Elle est encadrée par la Tanzanie, l'Ouganda et les Maldives. C'est la réalité de chiffres que je peux vous montrer, dont je dispose. Bon, vous avez l'ensemble des services qui ne fonctionnent plus, les hôpitaux qui sont engorgés, etc. Tout simplement parce que nous avons 1 million de fonctionnaires en trop et essentiellement qui sont assignés à des tâches administratives, des contrôles qui pèsent très souvent sur les PME, PMI, qui leur coûtent cher, bien entendu, puisque ça se traduit par des impôts, et qui en plus ne leur apportent pas un service, mais au contraire alourdissent tout le système. Il y a trop de lois, il y a un empilement de lois, de règlements, qui crée donc cette hypertrophie de la fonction publique qui finit par non seulement peser sur les comptes, mais également peser sur l'activité économique, donc moins de recettes fiscales. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel nous sommes engagés depuis des années. Alors, le gouvernement ne semble pas avoir conscience de ce puits financier qu'est la fonction publique, puisque les domaines sur lesquels le ministre envisage de faire des économies, on a par exemple le travail ou l'éducation. Comment vous avez réagi à ces annonces ? Je vous répète, moi je pense que c'est du cosmétique. Vous savez, ce gouvernement, il y a un fil rouge dans ce gouvernement. Il n'y a pas de ligne directrice sur le long terme pour remettre la France à flot. Il n'y en a aucune. Et en fait, on ne cesse de réagir à l'actualité et à chaque fois en essayant d'épouser, je dirais, une opinion publique à un instant T. Par exemple, maintenant, il paraît que le gouvernement est souverainiste pour la réindustrialisation, etc. Mais vous voyez, la réalité, c'est quoi ? C'est que nous avons le plus fort taux de prélèvement et de dépenses publiques du monde, avec 57% de dépenses publiques. Ça veut dire que tout ce que la France produit 1000, l'État en capte 570. Donc, nous sommes un État socialiste. Ce socialisme qui pèse sur nos entreprises avec des charges et des impôts de production qui sont de 10 points supérieurs à ceux de tous les concurrents européens. Et en même temps que nos entreprises payent pour ce système socialiste, elles sont livrées à une concurrence internationale effrénée, le libre-échangisme absolu, qui est la thèse incontournable de ce gouvernement. Je suis désolé, de Macron, c'est la mondialisation, le mondialisme, qui, paraît-il, doit être heureux, dans lequel il doit nous insérer. En réalité, il ne fait que broyer nos entreprises, et il accentue, je dirais, ce travers en encourageant pratiquement les rachats d'entreprises et en ayant favorisé tout un tas de prises de participation. Donc, nos entreprises sont alourdies par le socialisme et livrées à la concurrence internationale la plus féroce. Comment voulez-vous que ça marche ? Mais comment voulez-vous que ça marche ? C'est tout le système qu'il faut revoir de fond en comble, mais à mon humble avis, ce gouvernement n'est pas du tout là pour ça. Vous disiez qu'il manquait une ligne directrice pour redresser notre économie et qu'actuellement, ça suivait plutôt l'opinion publique. Or, en ce moment, l'opinion publique, justement, elle va plutôt à l'encontre de toutes les idéologies de mondialistes, puisque, par exemple, on l'a vu pendant la crise des agriculteurs, où ils dénonçaient justement cette mondialisation qui les étouffait. Les citoyens étaient en grande majorité des soutiens des agriculteurs. Et puis, on a aussi l'immigration. Alors, l'immigration, on n'y touche pas, mais en revanche, hier, nous avons reçu Jean-Paul
Jean-Paul Gourevitch qui nous expliquait que le déficit de l'immigration, c'était environ 53 milliards d'euros. Et pareil, c'est une thématique sur laquelle les Français sont de plus en plus largement engagés et qui explique qu'en fait, ils en ont ras-le-bol. Alors, pourquoi, justement, si le gouvernement veut suivre l'opinion publique, il n'intervient pas sur ces thématiques ? Alors, j'ai peut-être été imprécis dans mon phrasé. Il épouse l'opinion publique dans sa terminologie et sa sémantique, mais pas du tout dans sa politique. Puisqu'évidemment, je n'en ai pas parlé, mais bien entendu que l'immigration pèse. Quand on parle de la dégradation des services publics, il est bien évident que quand il rentre 450 000 personnes tous les ans, je ne parle même pas de leur origine ou d'où ils viennent, numériquement, 450 000 personnes qui arrivent, c'est simple, on les met où ? Ils vont bien à l'hôpital. Les enfants vont bien à l'école. Ils vont bien dans les services publics, les CAF, les systèmes sociaux, etc. Alors comment on fait ? Est-ce que les budgets suivent cette évolution-là pour accueillir les gens correctement, puisqu'on veut les faire rentrer. Donc si on veut les faire rentrer, il faut mettre en place tout un système de services qui leur correspond, et puis qui maintient le niveau de qualité que les Français méritent vu ce qu'ils payent. Non. En fait, c'est dans la terminologie et dans le phrasé que M. Darmanin plastronne, et voilà, et M. Le Maire, alors il arrive au bout de 7 ans, il présente des comptes, on dirait que c'est pas les siens, mais ceux de ses prédécesseurs, mais non, c'est bien les siens, et puis il nous donne des leçons. Vous voyez, et puis alors là, on va tout remettre à flot, c'est pas normal, moi j'arrive, etc. Et c'est lui, c'est lui. Alors il nous parle du Covid. Il nous parle du Covid. Il nous dit que c'est le Covid et puis la crise en Ukraine. Alors j'allais venir justement, même dans le rapport de l'INSEE, il y a souvent la fracture de l'avant-après Covid qui est exploitée. Mais c'est bien évident que le Covid a pesé sur les finances de tout le monde. Vous voyez, c'est clair. Personne ne peut le nier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement ? C'est un comparatif entre la France et les autres pays. Or, aujourd'hui, la France est le pays qui s'endette le plus. C'est-à-dire que cette année, c'est 290 milliards de dettes supplémentaires que la France va devoir, dont la France va devoir s'alourdir. Et quand vous comparez avec tous les autres pays, c'est la France qui est dans la situation budgétaire la plus catastrophique, et la France qui continue à s'endetter le plus. Donc, je veux bien, moi, que le Covid explique effectivement une partie du déficit, mais ce qui préoccupe les agences de notation, c'est même pas le chiffre du déficit, c'est la tendance lourde au maintien, au fait qu'il diminue moins vite qu'ailleurs, et c'est le fait que la France ne tient pas ses engagements, donc elle n'est plus fiable. C'est ça, en réalité, qui pèse. J'ajoute un chiffre supplémentaire, qui est terrible et dont personne ne parle, qui est le chiffre du déficit de la balance commerciale. La balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Ce déficit pour la France, en 2023, s'est élevé à 190 milliards d'euros. Record absolu. Le deuxième pays qui a le plus fort déficit de la balance commerciale en Europe, c'est l'Espagne. Son déficit est de 70 milliards d'euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que nous, on est à 190. Le moins bon pays, à part nous, c'est l'Espagne, ils sont à 70. 3 fois moins. Et ce déficit de la balance commerciale est lié au déficit des finances publiques. Pourquoi ? Déficit des finances publiques, ça veut dire que l'État laisse filer de l'argent dans l'économie. C'est-à-dire qu'il ne couvre pas ses dépenses et donc il dépense plus, donc il laisse de l'argent dans l'économie. En particulier au niveau du social, qui occupe une grande part, je dirais, de nos déficits. Donc on soutient le pouvoir d'achat. Que font les gens avec cet argent ? La production n'étant pas relancée, ils achètent des produits étrangers. Et donc, ça creuse le déficit de la balance commerciale. Le déficit de la balance commerciale est en partie lié au déficit des finances publiques et encore une fois à ce système économique qui ne marche pas et qui nécessite en permanence de l'argent frais qu'on emprunte pour maintenir tout ça à flot. Alors, il nous reste 2 minutes. On en revient toujours quand même à cette idéologie très mondialiste où on va acheter des produits à l'étranger, où on va accueillir toute la misère du monde. On va même, vous parliez d'endettement, le gouvernement ne semble pas très perturbé à l'idée de continuer de s'endetter puisqu'il assure qu'il est prêt à le faire pour aider l'Ukraine. Alors, on en pense qu'on veut. Malgré tout, on a quand même un président qui annonce qu'il va nous endetter pour aider d'autres pays. On a toutes ces thématiques-là. Finalement, est-ce que vous pensez rapidement que revenir à une politique de préférence nationale économique, ça serait la solution
en partie en tout cas, pour sortir de ce déficit et de cette crise économique? Écoutez, je vais vous dire très clairement, la solution, nous l'avons à travers un exemple qui a marché. C'est celui de M. Trump. M. Trump est arrivé aux États-Unis en 2017. Au bout de 2 ans, la croissance américaine était de 4,5%. 4,5%, c'est-à-dire une croissance digne des 30 Glorieuses. Comment il a fait ? Il a fait 2 choses. Il a baissé les charges des entreprises et les charges qui pèsent sur les salaires pour relancer la production et le travail. Donc, baisser les charges, rendre les entreprises plus compétitives et deuxièmement, guerre commerciale en particulier avec la Chine. Alors, c'était pas la caricature qu'on nous dit. Il n'a pas fermé les frontières aux produits étrangers. Il a bloqué les produits qui font de la concurrence déloyale et que l'on peut produire sur place. Eh bien, ça a créé de la croissance et ces 2 années-là, plein d'emplois aux États-Unis et hausse des salaires du double de ce qu'elle était sur les 2 dernières années du mandat d'Obama. Donc, une politique qui redresse les entreprises, qui profite aux salariés, qui recrée de la croissance et qui réindustrialise, puisque des entreprises chinoises ont dû créer des usines aux États-Unis pour pouvoir vendre leurs produits plutôt que de passer par les barrières. Vous savez, vous avez l'exemple de la Russie. J'ai peut-être pas le temps de développer les chiffres. La Russie est une économie qui se porte bien, qui aujourd'hui se porte bien avec 3% de croissance et 2% de déficit seulement. Pourtant, elle est empêchée du libre-échangisme à cause des sanctions. Donc si on en croit nos théoriciens du libre-échangisme, elle devrait s'écrouler. Non seulement elle ne s'écroule pas, mais c'est la seule qui se porte bien. Qui se porte bien, oui. Donc vous voyez bien. Écoutez, on va finir sur ces mots. Olivier Piacentini, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour décrypter et puis nous vulgariser aussi un petit peu ces chiffres qu'on a parfois du mal à comprendre, mais qui sont quand même essentiels dans la politique de notre pays. On vous recevra à nouveau probablement sur un format plus long pour développer encore un peu plus tout ça. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques, auteur de différents ouvrages vers la chute de l'Empire occidental, le mirage mondialiste et la chute finale, l'Occident survivra-t-il, aux éditions Jean-Cyril Godefroy.